et je vous laisse la parole. C'est parti? Ah, j'ai compris. Oui, allez-y, Charles. C'est Oui, compris, c'est voilà. parti. Donc, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs du colloque, le GEVAP et le LISEC, d'avoir eu la gentillesse de penser que je pouvais intervenir d'une façon pas trop inutile en fin de colloque. Et je souhaite aussi demander pardon de ne pas avoir été en mesure d'être présent. Croyez bien que j'en suis le premier chagriné pour deux grandes raisons. La première est que je suis ainsi privé de la dimension conviviale sur l'importance de laquelle le professeur Jean-François Marcel, président du conseil scientifique, a très justement insisté dans son texte de présentation du colloque. Et la seconde raison est que si je n'y suis pas, c'est parce que j'ai subi une opération de l'épaule droite début janvier et que c'est toujours très douloureux. Alors, je préférais souffrir moi-même, enfin, c'est comme ça. Alors, je vous remercie d'avoir la patience et la gentillesse de m'accompagner dans une réflexion. Alors, je ne vais pas présenter spécifiquement des résultats de recherche au sens strict, mais je vais proposer quelques jalons pour un travail de réflexion que j'organise cet après-midi autour de trois questions qu'il m'a semblé possible de pouvoir organiser autour de trois questions pour répondre à la grande question abordée, pourquoi et en quoi l'évaluation devrait-elle devenir émancipatrice? J'ai cru pouvoir découper cela en trois grandes questions pour notre réflexion. Première question, y a-t-il une nécessité d'évaluation? Sommes-nous contraints de nous adonner à cette activité? N'aurions-nous rien d'autre de mieux à faire? Surtout quand il fait beau. Bon. D'où je vais vous proposer une enquête sur les sources de la pulsion évaluative. Deuxième question, y a-t-il une nécessité de formuler des exigences envers l'évaluation? Après tout, on pourrait la laisser vivre sa vie tranquillement, sans vouloir absolument qu'elle corresponde à ceci, qu'elle soit conforme à cela, etc. Ceci va nous conduire à effectuer une enquête sur ce que l'on est en droit d'exiger de l'évaluation. Enfin, troisième question, y a-t-il une nécessité de l'émancipation? Il me semble que nous paraissons accepter d'emblée la possibilité, la positivité, pardon, de l'idée d'évaluation émancipatrice. Mais qui nous autorise à accepter cela d'emblée? Le jeu d'un éventuel pouvoir émancipateur est-il, pour l'évaluation, une exigence pertinente? Et pourquoi? Ceci va nous conduire à mener une enquête, troisième et dernière, sur, à travers la question de la vertu émancipatrice de l'évaluation, une enquête plus largement sur la dimension émancipatrice du développement humain. L'émancipation ne serait-elle pas finalement une illusion un peu comme un miroir aux alouettes? Je vous remercie donc d'avoir la patience de me suivre dans cette triple enquête pour tenter d'apporter des réponses à ce triple questionnement. C'est un travail donc de réflexion qui s'inscrit dans la lignée d'un travail que je conduis depuis relativement longtemps. La première édition de l'évaluation règles du jeu, qu'elle a connue, je ne sais plus, 5 ou 6, date de 1989. Et le dernier ouvrage que j'ai publié date d'un an exactement un an. Première question. Alors, j'espère que ce programme vous convient. De toute façon, maintenant, vous ne pouvez plus faire autrement que de me suivre, mais vous pourrez m'interpeller à la fin. Y a-t-il, je n'ai pas vu exactement quelle heure, y a-t-il une nécessité de l'évaluation? Serait-il possible de ne pas évaluer? Pourquoi évalue-t-on et autant?
je propose de faire un effort pour rendre compte de l'existence du phénomène évaluation. Ceci va nous conduire à essayer d'aller aux sources de l'activité évaluative et il m'a semblé possible de repérer à ces sources 3 pulsions. Une pulsion d'ordre épistémique, c'est le désir de savoir où l'on est, où l'on en est. Une pulsion d'ordre économique qui correspond au désir d'orienter, de faciliter la consommation de marchandises. Et enfin, une pulsion d'ordre axiologique qui correspond au désir d'attribuer de la valeur. Examinons successivement chacune de ces 3 pulsions. Première pulsion, pourquoi est-ce que je dis pulsion? Parce qu'il me semble qu'il y a comme une force qui nous pousse à, une tendance. Première force qui nous pousse à tenter de savoir où l'on en est. C'est le désir de se situer par rapport à des buts, des objectifs, des intentions, des attentes, afin d'assurer ces pratiques, comme le disait Descartes dans la 3e partie du discours de la méthode, afin d'être le plus ferme et le plus résolu en mes actions que je pourrais. De ce point de vue, je crois pouvoir affirmer que l'évaluation est d'emblée et en soi légitime. Vivre sans évaluer reviendrait à vivre en aveugle social. Une action ne comportant pas simultanément d'évaluation court le risque d'être erratique, à l'image de, comme le disait le même Descartes, ces voyageurs qui, se trouvant égarés en quelque forêt, se contenteraient d'errer en tournoyant, tantôt d'un côté, tantôt d'un autre. Et pour citer des auteurs plus contemporains, Abel Hauser, Gori et Sauret, dans un ouvrage sur lequel peut-être je reviendrai rapidement et qui est une critique sévère de l'activité évaluative, publié sous le titre La folie évaluation. Dans cet ouvrage, le premier des 3 auteurs, Abel Hauser, écrit « Que serait en effet une action qui ne comporterait pas simultanément d'évaluation ?» Mais ce désir en soi légitime me paraît pouvoir prendre 2 visages opposés. Le visage d'une exigence de lucidité et d'efficacité, d'autant plus légitime que l'homme est un être en développement, c'est-à-dire vivant dans une temporalité qui le condamne à tenter de se construire par référence à, par rapport à, des valeurs qui vont transcender son histoire personnelle. Alors, j'entends déjà que vous m'arrêtez, parce qu'on rencontre d'emblée quelques mots-clés pour notre réflexion. J'en repère déjà 3, développement, valeur et transcendance. Ces 3 termes vont exiger d'être définis de la façon la plus claire possible, ce que je vais tenter de faire chemin faisant. Et si cela n'est pas bien fait, eh bien, vous me tirerez les oreilles à la fin. Mais cette pulsion peut prendre aussi le visage d'une volonté d'asservissement. Au service de quoi? De forces extérieures qui peuvent être d'ordre étatique. On peut penser à des pays, enfin bon, j'allais citer la Chine, bon, d'ordre institutionnel ou d'ordre religieux, la conformité à un catéchisme étant visée. Le risque pour l'être humain, cela soulève le risque pour l'être humain de devenir le jouet de force et d'ambition qu'il manipule. L'évaluation peut prendre alors le caractère d'une entreprise d'aliénation en participant à un modelage social contestable, au service de forces extérieures, mais au service aussi de forces intérieures dans le cadre d'une autorégulation rigide et réductrice. Par exemple, en cas de personnalité névrotique. Donc, le risque est toujours présent d'une évaluation à dimension liberticide, si bien que l'évaluation pourra être aussi bien libératrice que liberticide. Il n'y a aucune automaticité et la question se pose de savoir s'il est possible et comment d'échapper au processus de marchandisation et d'écrire l'évaluation dans un processus opposé que l'on pourrait désigner, faute de mieux et en attendant, comme un processus d'humanisation libératrice. La deuxième pulsion
est une pulsion d'ordre économique. Elle correspond au désir de faciliter, d'orienter la consommation des marchandises. Alors, de ce point de vue, je crois avoir le droit de dénoncer une expansion calamiteuse des pratiques d'évaluation. Alors, pourquoi calamiteuse? Le terme de calamité devrait être réservé pour des catastrophes qui correspondent à de vraies calamités, désastres, des fléaux, dont la guerre. Hélas, on en a sous les yeux depuis 2 jours un exemple terrifiant. La famine, l'épidémie sont de vraies calamités. Alors, pourquoi traiter l'évaluation d'entreprises calamiteuses, ou plutôt d'expansion qui serait calamiteuse? Il me semble que ce jugement est fondé sur ce fait que les effets du tsunami évaluatif sont trop souvent désastreuses, tant pour les personnes évaluées, pris dans le filet de jugement sommaire et sans appel, que pour les évaluateurs qui se laissent gagner par cette folie évaluative dénoncée par Abel Hauser, Gori et Sauret. Or, notre modèle économique fait de chacun un client roi. Dans une société orientée client, comme le dit Jérôme Fourquet dans son dernier ouvrage intitulé « La France sous nos yeux », la satisfaction du besoin de consommation devient un impératif absolu qui fonde et justifie des pratiques très contestables. Je ferai à partir de là 3 observations rapidement. Première observation, dans un contexte, chacune de ces observations mériterait d'être développée. Bon, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Dans un contexte d'ubérisation de l'économie, les pratiques d'évaluation sommage et sommaire se multiplient. On ne perd plus de temps en procédure rigoureuse, seul le résultat compte, à savoir vendre en augmentant les profits. Deuxième observation, dans un système voué à la recherche du profit, la valeur marchande devient prépondérante, d'où la troisième observation, l'être humain lui-même tend à devenir une marchandise. Cette dérive a été très bien décrite par Max Doral dans une tribune publiée par le journal Le Monde en France le 3 mars 2010. La maladie de la valeur moderne, épidémie. Je le cite. La maladie de la valeur vénale dans un univers triché, insolemment inégalitaire, exclusivement voué au profit et régi par l'argent, c'est cette maladie qui entraîne l'homme dans un processus de marchandisation. Est-il possible d'y échapper? Peut-on mettre l'évaluation au service d'un processus d'humanisation libératrice? On retombe, en fin d'analyse de cette pulsion, sur la même question. Troisièmement, une pulsion d'ordre axiologique, c'est le désir d'attribuer de la valeur. Et je définirais volontiers l'homme comme un animal qui perçoit tout à travers des échelles de valeur, qui ne peut s'empêcher de formuler des jugements de valeur. Mais évaluer consiste précisément, au sens étymologique, à dire la valeur. C'est un point sur lequel insistent, et à mon avis d'une façon assez heureuse, les auteurs d'un ouvrage que j'ai lu très récemment, qui s'intitule « Évaluation, fondement, controverse, perspective », les auteurs étant Thomas Delahaye, Agathe Devos-Patarakis, Anne Revillard et Valérie Reid, qui ont publié aux éditions Sciences et Biens communs, donc au Québec, en open access, un ouvrage sous ce titre. Ouvrage très riche et dont j'extrais simplement une phrase. Étymologiquement, évaluer, c'est déterminer la valeur. C'est là que les ennuis commencent. Et je crois que c'est très bien dit, c'est là que les ennuis commencent. Car l'évaluation crée de la valeur par un simple jugement. Le jugement par lequel un diplôme est attribué est créateur de valeur pour une vie entière. Et toute votre vie, vous serez ou vous ne serez pas ancien élève de l'école normale supérieure. Vous serez ou vous ne serez pas agrégé. Vous serez ou vous ne serez pas, etc. Ça vous suit jusqu'à votre mort. Si vous lisez les avis de décès des collègues, eh bien, on voit ancien élève de, etc.
un membre de l'équipe des Deschiens, enfin, qui ont connu un moment de célébrité en France, a fait tout un spectacle sur le thème ancien malade des hôpitaux de Paris. Voilà des titres qui vous gardent, qui vous suivent tout au début. D'où trois préoccupations, deux. Qu'en est-il de la légitimité de la valeur au nom de laquelle on apprécie? On juge trop souvent de la valeur et des choses, et surtout des personnes, d'une façon hâtive et non fondée, d'où des jugements sommaires à l'emporte-pièce et presque jamais vérifiés, contrairement à ce que nous annonce la publicité. Jugement vérifié. Préoccupation numéro 2, il y a un développement hypertrophique de l'activité cognitive de création de valeur par jugement. C'est le tsunami dont nous avons fait le constat. On évalue trop et trop souvent hors de propos. On pourrait parler, j'ose à peine utiliser ce terme, mais il y a une véritable incontinence de l'évaluation. Et on n'entend pas suffisamment l'avertissement d'Albert Camus dans Le Premier Homme. Un homme, ça s'empêche, ça se retient. On devrait peut-être beaucoup plus souvent s'empêcher d'évaluer. En tout cas, il faut être capable de légitimer les valeurs au nom desquelles on profère, on formule, on avance ces jugements évaluatifs. En conclusion, pour la première question, l'évaluation peut être la meilleure, mais aussi la pire des choses. Les risques sont toujours très importants. Comment pourrait-on alors la rendre, comme le dit Pasquini, la rendre constructive, ou, comme j'ai essayé de le dire avec plusieurs autres humanistes? Ceci nous conduit à une deuxième question préalable. Mais qu'est-ce qui nous autorise à formuler de telles exigences? Pourquoi vouloir que l'évaluation soit constructiviste? Pourquoi vouloir que l'évaluation soit humaniste? Deuxième question, y a-t-il une nécessité de formuler des exigences envers l'évaluation? Qu'est-on vraiment en droit d'exiger de l'évaluation? Elle est ce qu'elle est, comme pratique sociale, dont il faut prendre acte. L'exigence première est de la décrire et non pas de formuler des exigences en son égard. L'exigence première est d'expliciter son être, d'essayer peut-être d'aller jusqu'à identifier son essence, mais exprimer un devoir-être est peut-être quelque chose d'excessif, non justifié. Je soutiens la thèse suivante, nous sommes sommés d'être exigeants par un triple fait. Le fait numéro 1 étant d'ordre sociologique. L'évaluation est une pratique sociale dont on est en droit d'attendre pertinence et efficacité. On est en droit d'exiger pertinence et efficacité. Du fait qu'il s'agit d'une pratique sociale. Le fait numéro 2 est un fait d'ordre anthropologique, et j'irais jusqu'à dire anthropo-philosophique, parce qu'il va nous conduire à développer une anthropologie philosophique. Cette pratique sociale touche des personnes humaines qui, en tant que telles, exigent d'être respectées. Mais, précisément, il nous faudra fonder cette exigence de respect. Pourquoi l'homme exigerait-il d'être respecté, après tout? Le fait numéro 3 étant un fait d'ordre philosophique, à travers la question de la valeur, c'est la question de la transcendance qui est posée. Avons-nous la possibilité de trouver dans le réel, dans ce qui s'offre à la vue, dans ce qui est donné là, quelque chose qui est de l'ordre de la valeur et qui nous permettra de dépasser le donné là pour le juger? Dépasser, être en situation de dépasser le donné là pour le juger, c'est ce qui définit la transcendance. Donc, c'est la possibilité même d'une transcendance qui est en question et sur laquelle il nous faudra trancher. Prenons ces faits les uns après les autres. Les trois en même temps, on n'y arrivera pas. Là, c'est comme dans la guerre des Horaces et des Curiaces. Il faut les prendre un par un. Premier fait, l'évaluation est une pratique sociale dont on est en droit d'attendre pertinence et efficacité. En effet, elle se déploie dans l'ordre des institutions. Ici, je propose de prendre comme cadre d'analyse
celui qui a été proposé par Michel Crozier et Erhard Friedberg dans leur ouvrage classique « L'acteur et le système ». Je résume, les institutions et de fait, l'évaluation se déploie dans l'ordre des institutions. C'est un des mots-clés du colloque. Et je pense que maintenant, à la fin de ce colloque, vous êtes bien plus savant que moi sur l'institution et tout ce qui concerne l'institution. Les institutions sont des construits d'action collective que des acteurs, je cite, des acteurs relativement autonomes, avec leurs ressources et capacités particulières, ont créé, inventé, institué pour résoudre les problèmes posés par l'action collective. Ces institutions servent à structurer leurs interactions, les interactions donc, des acteurs, dans et pour la résolution de problèmes communs. Par exemple, l'école est faite pour résoudre le problème commun d'avoir à éduquer. La police est faite pour, etc. Enfin, on s'interroge quelquefois maintenant. Et l'évaluation, c'est une institution qui a été créée pour, comme construit d'action collective pour résoudre le problème d'avoir à conduire l'action collective de façon éclairée. Crozier et Friedberg rappellent aussitôt après que les institutions sont toujours révocables si elles n'apportent pas de solution au problème qui les a fait naître. L'évaluation est donc instituée pour éclairer et aider et guider la conduite des acteurs de l'action collective. Cela entraîne un devoir de bien faire qui, s'il n'était pas respecté, devrait nous conduire à refuser d'évaluer et à peut-être à nous empêcher davantage d'évaluer. On est en droit d'exiger d'elle, l'évaluation, qu'elle éclaire de façon pertinente et efficace. D'où ce que j'ai cru pouvoir désigner comme un devoir d'excellence méthodologique qui est, comment dire, une des affirmations fortes sur laquelle j'ai eu l'impression déboucher la première partie de mon dernier ouvrage, Le défi d'une évaluation à visage humain. L'évaluation doit d'abord se mettre en quête d'efficacité, elle ne peut pas échapper à cette exigence. Et ce que l'on doit, la première marque de respect à ceux que l'on évalue, est d'exercer le travail de l'évaluateur avec dans la plus grande rigueur méthodologique, ce qui implique que l'on sache ce qu'est l'évaluation, comment on peut la conduire méthodologiquement, et ce travail on n'est jamais sûr de vraiment maîtriser méthodologiquement le travail d'évaluation. Cela doit être un souci constant. D'où le premier niveau de ce que j'ai défini, présenté comme un impératif de justifiabilité, que j'exprime ainsi. Tout ce que fait l'évaluateur doit pouvoir être justifié. Tout d'abord, méthodologiquement, c'est le point où nous en sommes, mais aussi éthiquement. C'est ce qui va se dégager des analyses suivantes. Deuxième fait, les personnes humaines touchées par la pratique sociale qu'est l'évaluation exigent d'être respectées. Ici est en jeu une certaine conception de l'homme d'ordre anthropologique. Nous avons dénoncé dans notre première partie, donc la première grande question, les effets trop souvent destructeurs du tsunami évaluatif qui inscrit l'évaluation dans des rapports de manipulation et de domination. Mais au nom de quoi pouvons-nous avoir la prétention de dénoncer ces dérives? Qu'est-ce qui nous gêne? Ce ne peut être qu'au nom du droit des êtres humains à être respectés en tant que tels. Mais peut-on vraiment affirmer ce droit? On ne peut pas échapper à la question. Et il me semble qu'il est possible, mais là pour aller très vite, de répondre oui, on peut affirmer ce droit, mais simplement dans le cadre d'une anthropologie philosophique de la personne que j'ai tenté d'esquisser, et c'est peut-être un peu déroutant pour certains, dans ce dernier ouvrage, en me fondant essentiellement sur Kant et sur son ouvrage Fondement de la métaphysique des mœurs,
il m'a paru possible de distinguer le prix des choses, la dignité des personnes, des fins relatives qui ne sont que des moyens pour arriver à autre chose, et des fins en soi, qui ont valeur universelle, des choses évaluables et des personnes, d'une certaine façon, inévaluables. La personne humaine est d'une certaine façon inévaluable. Il y a quelque chose en chacun d'entre nous qui résiste à l'évaluation et qui fait la valeur de chacun d'entre nous. Et c'est ce qui introduit la transcendance en chacun d'entre nous. Seule la personne humaine a valeur absolue. Et il m'a paru possible de soutenir la pertinence de l'idéal de la personne libre de persévérer dans son être, en m'appuyant par ailleurs également sur Spinoza. D'où un premier impératif catégorique au sens de Kant, très simple, pour tout évaluateur, évalue de telle sorte que les êtres humains concernés soient toujours considérés comme des fins en soi et jamais simplement comme des moyens. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien que nous devons toujours voir derrière tout élève ou derrière tout formé la personne qui dépasse l'individu qui se présente limité dans ses résultats, toujours, personne qu'il y a lieu de respecter absolument parce qu'elle est ce qu'il y a de plus respectable en tant que valeur elle-même. Alors, cette philosophie est-elle acceptable? Est-elle, je poserai la question en objectif à la fin de ce deuxième temps. À chacun de juger. Mais nous arrivons à notre troisième fait. Ce qui est en jeu est la question de la transcendance. Alors, j'espère avoir commencé à l'avoir fait comprendre. L'évaluation est à la fois, pardon, la valeur est à la fois ce qui coûte le prix et ce qui compte l'importance de la chose, de l'être. Mais comment pouvons-nous savoir ce qui est important, ce qui compte? Il est impossible de faire abstraction de la question de la transcendance. Si nous voulons, en d'autres termes, au-delà du coût, pouvoir définir ce qui compte, il nous faut absolument affronter cette question de la transcendance et dire ce qui peut être le fondement de la valeur, ce sur quoi on peut se fonder pour dire voilà ce qui compte absolument. Et vous l'aurez compris, ma réponse est très simple. Ce qui compte absolument, c'est la personne humaine. Donc, je vous propose une philosophie personnaliste que peut-être, que vous pouvez à coup sûr contester. Il est impossible de faire abstraction de cette question, et ceci nous entraîne à ne pas poser la question de la valeur d'une façon qui ôterait son sens à cette notion. Cela nous entraîne à refuser la perspective quantophrénique, c'est-à-dire celle qui ferait un usage abusif de la quantification. L'homme ne se réduit pas à ce qu'on peut en mesurer. On ne peut pas transformer la valeur marchande et monétaire en valeur morale. Toute vie humaine a une part irréductible, non calculable, et c'est de ce point de vue que nous devons penser la personne humaine comme forteresse inévaluable. D'où un deuxième et dernier impératif catégorique. Il faut évaluer, je dis il faut, si l'on veut donner du sens à l'évaluation, si l'on veut qu'elle respecte le droit des personnes humaines à être respectées. Il nous faut ne pas nuire et, si possible, être utile à chaque personne, puisque seule chaque personne a valeur absolue. C'est ce qu'a exprimé le philosophe Schopenhauer avec une maxime exprimée en latin, neminem laede, imo omnes quantum potest iua, c'est-à-dire ne nuis jamais, jamais nuire, neminem laede, mais toujours, autant que tu peux, autant que tu puisses le faire, aide, essayez d'aider. L'éthique à laquelle, me semble-t-il, nous conduit la réflexion que je vous propose, nous conduit à deux
et deux seulement impératifs catégoriques. En essayant de les suivre, je crois qu'on fait l'essentiel de ce que l'on peut faire pour respecter la personne humaine. En conclusion, pour cette deuxième question, nous avons été sommés par l'essence même du geste évaluatif, le geste dire la valeur. Ce geste nous somme de nous prononcer sur la valeur. Nous avons cru pouvoir le faire, je dis nous, c'est je, mais on dit nous, nous avons cru pouvoir le faire en esquissant une anthropologie philosophique. Je pense que la philosophie peut avoir la prétention de dire la valeur et d'identifier des impératifs catégoriques. Et je pense que de ce point de vue, la transcendance se découvre dans le réel comme mouvement à l'intérieur de chacune des personnes que nous sommes, des personnes humaines, et c'est simplement l'exigence d'un absolu qui se révèle au sein même du réel. Cela nous autorise-t-il à penser que notre façon de voir est correcte? On peut formuler trois objectifs, pour être clair et simple. Premier objectif, c'était cela nous autorise-t-il à faire de la liberté la valeur suprême maintenant? Mais en fait, trois objections. L'analyse que je vous ai proposée a-t-elle la force d'une démonstration? Je vous laisse juge. Ce n'est pas une démonstration au sens mathématique. Je vous laisse juge. Mais si vous ne l'acceptez pas, quoi d'autre? Quoi d'autre? Que peut vouloir dire respecter ceux que l'on évalue? Deuxième objection, ne pourrait-on privilégier d'autres valeurs que la personne humaine? C'est-à-dire se fonder sur une philosophie autre que personnaliste. Et troisième objection, mais vous dites que la valeur suprême, c'est la personne humaine, est-ce que ce ne serait pas plutôt la liberté? Ce qui m'amène à ma troisième et toute dernière question. Y a-t-il une nécessité de l'émancipation? Est-il pertinent de penser le développement de l'individu, auquel pourrait contribuer, dans le meilleur des cas, l'évaluation, en termes d'émancipation? Alors, j'ai tenté de bien définir, de bien définir la transcendance. J'avais promis de définir correctement développement et émancipation. Nous y sommes. Je vais répondre en répondant oui à cette question. Triple oui. L'émancipation est le sens naturel du développement. Oui, car il y a une nécessité d'émancipation. Qui dit développement dit progression. Et oui, car paradoxalement, nous n'aurons jamais la liberté. Alors, le plus difficile sera peut-être le dernier point, mais avançons. Question 3, première réponse. Il me semble que l'émancipation est le sens naturel du développement, tout simplement parce que le développement est une dynamique par laquelle une réalité devient pleinement ce qu'elle n'était qu'en puissance. On peut penser ici au vilain petit canard qui devient brutalement un signe magnifique. Qui dit développement dit dépassement. Donc se développer, c'est développer ses potentialités dans le sens du toujours mieux, pas toujours plus simplement, toujours mieux, devenir pleinement en acte ce que l'on n'était qu'en puissance. Voilà ce que signifie se développer. Alors concrètement, cela veut dire se dépasser, actualiser, réaliser ses potentialités dans le sens de toujours mieux. Mais de passer d'une maîtrise par les autres, les parents, les maîtres, à la maîtrise de soi, de la dépendance à l'autonomie, d'un contrôle extérieur au contrôle interne, de la régulation externe à l'autorégulation, finalement de l'assujettissement à la liberté, ce qui impliquerait que l'on se réfère plutôt à des normes ouvertes qu'à des normes fermées. Réponse 2, oui. Là, je vais aller très vite, car qui dit développement dit progression, c'est le sens même du développement. La fin de l'action de l'évaluation comme action sociale est d'être au service de la progression des groupes et des individus.
D'où ce devoir fondamental pour l'évaluation d'accompagner une dynamique de progression. Il me semble que ce qu'ont très bien compris tous ceux qui prônent des pratiques d'appui, d'aide à la progression, par exemple l'évaluation soutien d'apprentissage, telle que proposée par Linda Halal, Dany Lavo, Lucie Mathieu-Lopez, Mme Girardet, d'autres, l'évaluation démocratique à laquelle je me suis un petit peu intéressé, et puis aussi l'évaluation continue pour apprendre durablement, que j'ai découverte grâce à une récente conférence de Lucie Mathieu-Lopez et de son équipe, et qui me paraît aller, tout ceci me paraît aller dans le sens d'une évaluation humaniste plutôt que comptable. D'où la dernière réponse à la troisième question, y a-t-il une nécessité de penser l'évaluation comme émancipatrice? Y a-t-il une nécessité de l'émancipation pour l'évaluation? Oui, car, attention, paradoxalement, la liberté est un but hors d'atteinte, alors que l'émancipation est une nécessité permanente. Alors, pour aller à l'essentiel, je dirais, la libération qui commence par l'émancipation, oui, la liberté, non. La liberté ne sera jamais qu'un horizon, et l'évaluation peut au mieux nous inscrire dans une dynamique de libération qui doit sans cesse être réalimentée. Il y aura toujours à s'émanciper. S'émanciper, c'est se délivrer, se libérer. De quoi? De ses enracinements dans sa propre nature, dans son appartenance socio-économique, dans son appartenance régionale, pour aller au-delà de tout cela vers la valeur que l'on a entrevue comme l'horizon de notre développement. Et cette valeur pouvant prendre le nom de liberté. Mais on ne pourra jamais que s'en approcher et il y aura toujours à s'émanciper. Et ici, je suis désolé, nous allons conclure, mais permettez-moi de dire auparavant que je suis désolé de décevoir deux personnes pour lesquelles j'ai le plus grand respect, Louis Liac et Marc Robin, qui ont, non, je n'ai pas mis les paroles là, qui sont les, enfin c'est Louis Liac qui est l'auteur d'une chanson qui est devenue un hymne pour tous ceux qui luttent pour leur propre liberté, un moment en Pologne, en Catalogne, peut-être très certainement aujourd'hui dans l'Europe centrale. J'imagine que beaucoup connaissent cette chanson, hein, qui a pour titre Le Pieu. Du temps où je n'étais qu'un gosse, mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, en regardant passer le vent, « Petit, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés? Tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, et nous aurons la liberté. Petit, ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains, et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien. Il est toujours si grand, si lourd. La force vient à me manquer. Je me demande si un jour nous aurons bien la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté. Malheureusement, nous n'aurons pas la liberté. La liberté n'est pas quelque chose que l'on peut avoir, toucher, tenir dans ses mains. En revanche, nous serons toujours placés devant la nécessité de tenter de s'émanciper. Conclusion générale, l'idée d'évaluation émancipatrice est à la fois pertinente et illusoire. En partie illusoire, surtout pertinente.
pertinente car elle souligne la nécessité pour l'évaluation d'être au service du développement des personnes et des groupes. Et c'est ça, je crois, ce qu'il y a d'essentiel dans l'idée d'évaluation émancipatrice, se mettre au service du développement des personnes et des groupes. Elle invite à s'interroger sur les pôles ou les buts par rapport auxquels on peut parler de progression, donc à s'interroger sur la valeur, et elle pose la question de l'idéal et interroge sur la possibilité d'une transcendance. En ce sens, Georges Pascal, qui a été mon professeur quand j'étais étudiant, spécialiste d'Alain, écrit ceci, qui me paraît très beau. La condition humaine, c'est de ne jamais se satisfaire de ce que je n'arrive pas à le lire là. La condition humaine, c'est de ne jamais se satisfaire du donné, d'exiger toujours une perfection qui ne se trouve pas dans les choses, autrement dit, de s'élever sans cesse vers Dieu. Vous vous élevez bien vers qui vous voulez, mais vous ne pouvez pas ne pas poser la question de savoir vers quoi conduit la progression. Mais en même temps, l'idée d'évaluation émancipatrice a une dimension illusoire, une petite dimension illusoire, en ce sens que la dynamique de la libération est sans fin. Il n'y aura jamais d'émancipation achevée. L'évaluation ne peut pas être émancipatrice en soi. Elle ne l'est qu'à condition de respecter des règles et d'obéir à des impératifs. La réflexion que je vous ai proposée permet d'en dégager 4. Un devoir d'excellence méthodologique. Et je sais qu'on peut compter sur tous ceux qui ont participé à ce colloque pour essayer de faire progresser dans le sens de cette excellence méthodologique. Un impératif de justifiabilité méthodologique et éthique. 2 impératifs catégoriques qui sont d'ordre éthique, traiter les évalués comme des fins en soi, et ne jamais nuire, mais toujours essayer de venir en aide et d'être utile. Merci d'avoir été patient pour m'accompagner jusque-là. Et je remercie, je ne l'ai pas fait au début, Nathalie Loy d'avoir eu la gentillesse d'accepter maintenant de réagir sur cet exposé. Dois-je faire quelque chose? Vous m'entendez toujours? Oui, moi je vous entends. Est-ce que… Oui, moi je vous entends, mais visiblement on n'entend pas Christophe. Voilà, maintenant vous entendez? Oui. Oui. Oui, voilà. Alors il vient d'avoir 2 fois une salve d'applaudissements avec un… Merci, merci. Voilà, merci beaucoup Charles. Et sans passer aux questions, on passe directement à la discussion par Nathalie. Je vous donne la parole et Charles, tu peux arrêter le partage de l'écran. Oui, pardon. Alors, voilà. Merci. Oui. J'enlève aussi mon micro. Donc, je pense que vous voyez mon écran. Donc, d'abord, merci Charles. Je vous ai lu, je vous ai écouté sur le web. Je pense qu'on s'est rencontrés, mais de façon très fugace. J'ai adoré vous écouter et je vais faire de mon mieux pour réagir à vos propos. Vous nous avez amenés sur des chemins hautement philosophiques, ce qui n'est absolument pas ni ma compétence, ni ma formation. Donc, je vais rebondir sur le contenu, mais évidemment pas avec la verve philosophique qui vous caractérise, mais plus vers les choses qui me caractérisent, c'est-à-dire les aspects plus méthodologiques. Et puis, vous avez beaucoup mis l'accent sur l'évaluer. Je vais décaler un peu mon propos pour m'intéresser aussi beaucoup à l'évaluateur. Donc, dans votre propos, donc, vous avez choisi d'aborder la grande question générale avec 3 sous-questions sur lesquelles je reviens ici très rapidement pour
d'abord pour le bénéfice des personnes qui nous écoutent et puis pour recadrer. Donc, l'idée de la première question, attendez, je ne vois pas mon écran parce qu'il y a plein de choses dessus là. Voilà. La première sous-question, au fond, c'est y a-t-il une nécessité de l'évaluation? Et pour nous répondre, vous avez choisi de nous présenter 3 pulsions et leurs dérives, donc sur lesquelles je vais pas revenir, j'en parlerai beaucoup moins bien que vous, mais je veux juste rappeler le désir de savoir. Donc, est-ce qu'on peut, j'ai aimé l'idée de se libérer du catéchisme, est-ce que c'est possible? Donc, le premier élément important. Évidemment, l'aspect économique, donner une valeur à tout et souvent le faire mal. Donc, vous avez même été jusqu'à parler de valeur vénale, est-ce qu'on peut espérer échapper à ça? Donc, dans ma réaction, je vais essayer de proposer des exemples concrets sur lesquels on pourrait réfléchir. Et puis, au-delà du fait de donner une valeur à tout de manière sauvage dans un tsunami, si ma mémoire est bonne pour reprendre votre vocabulaire, il y a aussi ce désir qu'on a d'attribuer de la valeur. Donc, ce n'est pas seulement le fait de le faire à tout, pour tout et tout le temps et un peu n'importe comment, mais c'est aussi cette espèce de nécessité et de besoin. Puis, on est tous dans le domaine de l'éducation, puis on sait bien que c'est là et qu'un des mots-clés qui est utile à retenir, c'est celui de la discrimination. Est-ce que c'est légitime de faire ça? Et puis de le faire aussi longtemps et tout le temps, ce qui fait le lien avec le premier point. Alors, par rapport à ma réflexion ou aux éléments que je pourrais peut-être apporter, j'ai envie de dire que la première réaction en vous écoutant, c'est vraiment l'idée de la force des contextes et des visées de l'évaluation. Parce qu'on a beaucoup, puis j'ai assisté évidemment pas à tout cette semaine, mais à plusieurs choses, et on a beaucoup parlé de la visée de l'évaluation comme aide à l'apprentissage, comme soutien. Mais il me semble qu'il y a des nuances à apporter parce que les contextes sont quand même extrêmement différents et il y a vraiment des éléments importants. J'ai envie de prendre 2 exemples. Un enfant en début de primaire, c'est sûr que c'est l'enfant qui est au cœur, que c'est essentiel qu'il ait la liberté, que l'enseignant et l'élève aient une liberté par rapport à ce qui va être fait au niveau de l'évaluation. Dans ma posture personnelle, je pense qu'il est totalement vain, inutile de mettre des notes en début de primaire parce que l'évaluation, ce n'est pas ça qu'elle doit servir. Par contre, vous nous avez dit que vous avez été récemment opéré. Je pose l'hypothèse que vous souhaitez que le chirurgien qui vous a opéré ait été non seulement bien formé, mais évalué à des moments clés de sa formation de manière à être compétent et à ce que vous lui confiez votre épaule et votre vie. Donc, la force des contextes, les visées de l'évaluation sont des éléments qui, pour moi, doivent être pris en compte au-delà de l'approche que vous avez apportée, mais dans la réponse à la question de la nécessité de l'évaluation. Elle est nécessaire, puis de toute façon, vous l'avez très bien dit, on ne peut pas y échapper, mais en plus, elle est nécessaire, mais pas toujours au fond de la même manière. Donc, il y a une idée de dosage, je dirais, je pense que c'est un terme que je pourrais apporter. Puis, vous voyez que j'ai mis le mot asservissement sur mon écran et que je l'ai barré, parce que l'asservissement peut se voir de 2 manières. Dans un des 2 côtés, c'est l'idée du cadrage rigoureux, puis qui peut apporter une certaine libération dans certains cas, ou justement l'absence de cadrage rigoureux, et puis qui laisse une place à la liberté. Le cas de l'exemple de l'élève de primaire par rapport au chirurgien en formation nous donne 2 exemples qui sont contrastés par rapport à ça. Mais l'asservissement, moi, je le vois aussi lié à autre chose. J'ai appelé ça un changement de culture nécessaire. Ce n'est peut-être pas le bon vocabulaire, mais souvent, au-delà de ce qu'on fait quand on évalue, parfois, on attribue, oui, de la valeur de manière sauvage, comme vous l'avez dit, mais aussi parfois, la valeur qui est attribuée parce que le système, l'institution l'impose, des cours à l'université, par exemple, mais souvent, parfois, on fait jouer à ces valeurs attribuées dans un processus qui souvent est légitimé, on fait jouer un rôle qui est un rôle autre. Et je vais vous donner un exemple très concret. Au Québec, je vous avoue que j'ai quitté la France depuis trop longtemps pour bien savoir ce qui s'y passe, mais au Québec, nos étudiants au cycle supérieur sont, pour les meilleurs en tout cas, souvent portés vers la recherche de bourses, de financement pour leurs études,
et donc font des demandes de bourse. Et on arrive à une espèce de paradoxe dans nos cours qui est le suivant, c'est qu'on a beau être de bons évaluateurs, les évaluer autant pour les aider à apprendre que pour donner la note que l'université attend de nous. Mais certains étudiants vont venir réclamer sur une note qu'on leur a mis, pas à cause de la note elle-même, mais par le fait que, mais madame, vous m'avez mis telle note, ça va m'empêcher d'aller chercher une bourse et je ne pourrai pas l'avoir. Donc là, le rôle qu'on attribue à la valeur n'est plus le rôle initial. Et certains, par exemple, la fac de médecine à l'Université de Montréal a en partie réglé le problème en décidant que l'évaluation et le résultat de cette valeur, de cette attribution de valeur, était succès-échec et ne permettait plus cette mise en rang, cette discrimination qui vient nuire au processus d'une certaine manière. Mais en même temps, c'est fortement, très fortement ancré, cette manière de faire. L'autre point, puis mon propos est beaucoup émaillé par cette idée-là, qui était un peu peut-être obsessionnelle dans ma tête, là, mais le niveau de compétence de l'évaluateur. Puis l'évaluateur, quel qu'il soit, qui peut être aussi l'évalué. On a beaucoup entendu parler dans les 3 derniers jours d'auto-évaluation, d'évaluation par les pairs. Donc l'évaluateur au sens large, pas forcément l'enseignant, mais aussi l'élève, y compris l'élève de primaire. Et de l'aider à avoir, j'ai ajouté des notes pendant que vous parliez, sa capacité à voir la personne, à respecter la personne évaluée, mais aussi à être équipé pour faire face à l'exercice qu'il a à faire. Et c'est un point qui me semble essentiel à prendre. On s'intéresse aux personnes et beaucoup aux personnes évaluées, mais aussi au niveau de compétence de l'évaluateur. Puis ne vous me prenez pas, je ne suis pas en train de dire que tous les évaluateurs n'ont pas de niveau de compétence. Tout ce que j'ai entendu cette semaine pointe de façon résolue vers le contraire. Mais je pense que ça doit être au cœur de nos priorités, ce niveau de compétence. Et une autre manière de le dire, c'est qu'il n'y a pas de liberté dans ma tête, en tout cas, il n'y a pas de liberté possible si on n'a pas confiance dans ce qu'on fait. Et il me semble que très souvent, j'entends mes collègues universitaires ou dans des écoles, ou peu importe le contexte, je dirais, d'enseignement auquel on fait référence, tous ici, nous sommes des spécialistes de l'évaluation. Donc, cette question, elle est toujours au cœur de nos réflexions, au-delà des aspects pédagogiques de nos interventions. Mais pour d'autres, c'est une vraie angoisse existentielle, le fait de devoir évaluer. Donc, ils n'ont pas cette marge de manœuvre, je dirais, pour pouvoir mettre la personne au cœur, je dirais, de leur évaluation. Ils font les choses de façon du mieux qu'ils le peuvent, mais parfois sans les outils pour le faire. Et je pense que quand on se questionne sur ces choses-là, il faut pas oublier ce point-là. À votre deuxième question, je vois le temps qui file, il faut que j'aille plus vite sans doute. Christophe, tu me rappelleras alors si vraiment je traîne trop, parce que j'aurais aimé avoir plus de temps. À la deuxième question, y a-t-il nécessité de formuler des exigences envers l'évaluation? Vous avez répondu par 3 faits, de choses qu'on serait en droit d'exiger. Je vais passer rapidement, mais évidemment, les pratiques sociales et l'impératif de justifiabilité, la personne que je suis ne peut qu'applaudir des 2 mains à un propos comme celui-là, parce que c'est clair que la rigueur, l'excellence méthodologique, l'efficacité, c'est au cœur, pour moi en tout cas, c'est le premier. S'il y a une première pierre, c'est la première pierre, puis ça fait lien avec ce que je disais tout à l'heure. Le respect de l'humain, il est évident, puis il y a l'éthique, la dignité, considérer, donc l'évaluer comme une fin en soi, mais j'ai envie d'ajouter considérer l'évaluateur aussi comme une fin en soi. Ah, pardon, excusez, j'ai des petits. Quant à l'idée de la transcendance, je vais reformuler autrement, ça ne prend pas évidemment la totalité de ce que vous avez dit, mais ce qui compte, ça ne se compte pas forcément, ça le résume, mais c'est loin de l'entièreté de ce que vous avez proposé tout à l'heure. Donc, la nécessité de formuler des exigences envers l'évaluation, pour moi, c'est évident qu'elle existe. Et puis, qu'elle consiste, si je continue sur mon idée de l'évaluateur compétent, je n'aime pas beaucoup la formulation un peu figée là, mais c'est l'idée de l'adéquation de la boîte à outils au contexte et à la visée. Ce n'est pas taille unique, c'est pas, il faut qu'il y ait des variations, il faut qu'il y ait des contextes qui sont pris, la visée qui est prise, mais tenir compte aussi de l'individu, tenir compte des intérêts également. Donc, il y a vraiment énormément de choses qui sont à considérer par rapport à ça. Donc, ça, je l'ai déjà dit, les humains comme une fin en soi, mais au sens plus large que seulement les évaluer. Je ne peux pas
ne pas utiliser cette tribune parce que je l'ai encore entendue de façon peut-être pas aussi claire que ça, mais dans certains propos cette semaine. Pour moi, l'exigence méthodologique, elle nécessite qu'enfin, on arrête la partisanerie entre les pro-Kanti et les pro-Kali, entre ceux qui sont pour la mesure ou ceux qui sont plutôt pour le jugement ou l'évaluation plus qualitative. Pour moi, la question ne se pose pas comme ça. Pour moi, elle se pose en termes d'adéquation entre la boîte à outils et puis ce qu'on veut faire. C'est beaucoup plus pragmatique, je dirais, comme réflexion. Autre point que vous avez abordé, mais qui pas forcément dans ces termes-là, mais que j'entendais dans vos propos, c'est la notion d'évaluation écologique. Nathalie Younes nous en a parlé hier, elle le présente comme une synergie entre des strates. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il y a l'élément aussi du fait que ça doit tenir compte des contextes. Et je peux vous donner un très, très rapide exemple qui n'est pas ancré dans la salle de classe, qui est plus le propos que j'entendais derrière ce que vous disiez tout à l'heure, mais je veux vous amener en fait sur l'idée, par exemple, de PISA. Je sais qu'on est loin de ce que vous avez dit quand on parle de PISA, mais PISA souvent est utilisé pour faire un état des lieux des systèmes éducatifs, et ce qui ressort la plupart du temps de façon majoritaire et dans les médias le jour de la sortie du rapport, c'est la comparaison entre les pays, entre les régions, entre les systèmes éducatifs. Mais on peut avoir une approche écologique aussi sur des enquêtes à grande échelle comme celle-là. J'ai un de mes étudiants qui a fait une enquête, enfin qui n'a pas fait une enquête, mais qui a fait une étude de cette nature-là, de regarder comment, bon, lui n'a pas utilisé PISA, il a utilisé le PASEC, qui est un peu un équivalent de PISA dans les pays de l'Afrique subsaharienne, pour montrer que les résultats, si on tient compte du contexte à la base des analyses plutôt qu'après coup à comparer, ça amène à une perspective qui est relativement différente. Et donc, je pense que la nécessité de formuler des exigences envers l'évaluation, elle doit inclure aussi, lorsque c'est possible, des éléments de cette nature-là. Votre troisième question, triple oui, j'ajoute mes trois oui par-dessus les vôtres. Oui, le développement est à la base de l'émancipation, la progression est à la base du développement, donc c'est clair. Et puis, c'est vrai qu'on n'arrivera jamais au bout, mais j'ai envie de dire, on s'en fiche d'arriver au bout. Ce qui compte, c'est d'avancer, c'est de progresser, c'est de développer, et puis d'arriver au moins à un certain niveau et à un certain degré d'émancipation. Donc, le développement ou la progression, d'accord, acceptons l'idée que c'est un processus et qu'il n'a pas de fin. Vous avez parlé beaucoup, puis j'ai beaucoup entendu parler cette semaine, de la progression de l'apprenant. Je reprends mon élève du primaire de tout à l'heure, c'est sûr qu'il faut accompagner sa progression, puis il faut continuer à l'accompagner quand il va être au secondaire, quand il va être à l'université, même s'il est en médecine, donc c'est en filigrane, c'est partout. Puis j'ai même envie de dire qu'il y a peut-être même une certaine dérive. Maintenant, dans les lieux où on parle d'évaluation, on parle beaucoup plus de cet aspect-là de l'évaluation, l'accompagnement de l'apprenant dans ses apprentissages, que de l'autre évaluation qui pourtant est nécessaire. Elle était nécessaire dans mon propos tout à l'heure pour le chirurgien qui vous a opéré. Donc, il y a ce double rôle et on revient à la visée de l'évaluation qui n'est pas toujours la même. Donc, on ne peut pas donner le même médicament pour tous les problèmes. On ne peut pas tout soigner de la même manière. Je vous ramène ici sur mon propos de l'évaluateur et de ses compétences, et puis donc de la progression des méthodes et des approches, ça va avec. Si on veut devenir de meilleurs évaluateurs, on doit clairement avoir aussi un accompagnement par rapport à la progression ou au développement, le terme peut-être pas le meilleur choisi pour progression, mais des méthodes et des approches. Et mon dernier élément, c'est par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire pour que le domaine de l'évaluation se développe, parce que pour s'émanciper, il faut se développer. Donc, notre domaine, comment se développer? Puis il se développe. J'ai entendu des tas de choses cette semaine qui montrent qu'il se développe. Donc, des pistes qui pour moi sont importantes, je l'ai évoqué tout à l'heure, attacher de l'importance à l'écologie dans laquelle l'évaluation se situe. Quand c'est pertinent, ça ne l'est peut-être pas toujours, mais c'est important. Dans la salle de classe, je pense qu'on le fait de manière pratiquement naturelle.
En tout cas, ça devrait être le cas. Est-ce le cas partout? Je ne crois pas. Il y a beaucoup d'endroits où ce n'est pas le cas. Donc, c'est certain que c'est important. Puis, attacher de l'importance à l'écologie dans laquelle l'évaluation se situe, ça revient un peu, dans mes mots à moi, à mettre l'humain au centre de tout, tel que vous nous le présentiez tout à l'heure. Puis, l'autre point qui correspond à mes propres travaux, puis aux choses qui m'intéressent depuis longtemps, c'est utiliser une variété de technologies, dont celle du numérique, mais pas seulement. Il y a tout un tas de possibilités de technologie. Pour moi, la technologie, c'est aussi bien les ateliers philo dont nous a parlé François Galichet hier. C'est une technologie qui est mise en œuvre, mais d'autres projets beaucoup plus audacieux qui peuvent utiliser ou pas. D'ailleurs, le numérique, je peux vous donner un exemple rapide. On mène actuellement à la fac de médecine un projet Audace, donc audacieux et financé comme audacieux par le Fonds de recherche du Québec, qui vise à mobiliser un cadre issu de la danse et de l'analyse du mouvement pour évaluer les compétences non techniques des médecins et de l'équipe d'intervention d'urgence en néonatologie. Donc, vous voyez qu'on est dans un monde audacieux. C'est sûr qu'on ne fera pas ça dans la pratique au quotidien, en tout cas pas tout de suite, mais notre intérêt est de développer des outils qui seront plus efficaces, plus utiles, plus pratiques, plus écologiques aussi, qui iront plus chercher l'essence même de ce qu'on veut observer, évaluer dans ces contextes-là et qui sont éminemment importants, la recherche le montre. Un autre exemple de projet, on s'intéresse beaucoup à la formation à distance. Je pense que la pandémie notamment nous a donné une petite tape dans le dos pour avancer un peu plus vite. Et on évalue souvent, par exemple, l'engagement des étudiants dans les formations à distance, simplement en leur posant des questions, alors qu'il existe une multitude de possibilités pour aller voir de quelle manière ils s'engagent, qu'est-ce qu'ils vont voir, à quel moment, sur quelle durée. Donc, les technologies nous offrent une possibilité, je dirais pas infinie, mais en tout cas relativement grande, d'aller faire les choses et de les faire vraiment autrement. Puis là, ça ouvre tout un tas d'autres questions, dont celle des usages éthiques du numérique. Vous l'avez évoqué dans une autre perspective, mais elle se repose de façon prégnante ici, à partir du moment où on va chercher autre chose que la façade de l'humain qu'on a en face de nous quand on évalue, mais qu'on veut aller chercher plus, c'est-à-dire l'humain inatteignable dont vous parliez tout à l'heure, et on ne l'atteindra pas, mais peut-être qu'on peut creuser plus profond en utilisant le numérique notamment. Ben, ça soulève tout un tas d'autres questions. Avons-nous le droit de le faire? De quelle manière? Est-ce que c'est acceptable de le faire? Ça pose plein de questions, mais ça nous permet d'accompagner la progression et le développement des méthodes, et donc, dans une certaine mesure, selon ma perspective, en tout cas, de nous émanciper, collecter plus de données, les collecter de façon beaucoup plus variée, les collecter de manière plus authentique, ça me semble un élément qui est des éléments plutôt qui sont importants. Donc, pour rappel, les compétences des évaluateurs au cœur de mon propos, plus de recherche pour faire évoluer le domaine. Et puis, un dernier point qui est essentiel, ça ne se fait pas tout seul dans son coin, ça se fait en collaboration, ça se fait dans les écoles en essayant des choses, ça se fait avec des évaluateurs, des chercheurs, des évalués, des élèves, une multitude de personnes qui doivent travailler ensemble. Donc, on doit s'ouvrir, s'émanciper. Pour moi, c'est aussi s'ouvrir. On le fait déjà. Je pense qu'on devrait le faire plus. Ma conclusion, très rapidement, puis j'ai presque envie de la passer très vite, puis de vous afficher simplement mes éléments, mais l'évaluation au service du développement des personnes, oui, des personnes, mais aussi des évaluateurs. Il y a le développement d'évaluation, puis il y a le développement des évaluateurs. Des règles, c'est sûr qu'il en faut, c'est incontournable, je pense que personne ne pourrait être contre cette idée, mais elles sont très dépendantes des contextes. Et puis, il y a de la liberté, mais la liberté, elle se décline de manière différente selon ces contextes. Et puis, traiter les évaluer comme une fin en soi, mais ça tord un peu votre propos, mais les évaluateurs aussi comme une fin en soi, parce que je pense que vous comprenez à la suite de ce que je viens de dire, de quelle manière j'entrevois de le formuler de cette façon. Voilà, je vous remercie beaucoup, puis désolée, je pense que j'ai été un peu longue. Merci beaucoup à
à vous deux pour vos interventions. Oui, un peu longues, mais ce n'est pas si grave parce que finalement, les gens sont restés quand même. Alors, on va faire par contre en sorte de gagner du temps sur la partie du débat et des questions. J'ouvre quand même la discussion avec le public, hein, si quelqu'un veut réagir, ou Charles, si tu veux réagir à Nathalie, répondre à Nathalie. Mais je vais proposer plutôt des questions, des interventions ou des réactions plutôt courtes, malheureusement.